Salut les marques, salut les sports et bienvenue dans ce catch-up spécial draft. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble non pas un mais deux épisodes de Weekly de la WWE, SmackDown et Monday Night Raw, puisque comme vous le saviez, nous avons eu droit à une draft, un gros shake-up comme on disait il n'y a pas si longtemps que ça, entre les deux émissions, le show bleu et le show rouge. C'est le show bleu qui a commencé avec les first picks et le show rouge qui a continué. Il y avait deux poules en fait pour répartir les catcheurs. Et avec moi pour analyser donc ces deux shows en même temps, j'ai l'ami Chris. Salut Chris. Salut Yem, salut peuple de catch-up, bienvenue dans la draft 2019. Ça s'était pas passé il y a 6 mois ça? Tu sais qu'il faut avoir une mémoire de poisson rouge ou de poisson bleu à la WWE. Sinon, on s'en sort pas. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut mettre un mouchoir ou un drap, une nappe ou une benne à ordures par-dessus pour accepter ce qu'on nous propose. Voilà. T'étais excité, toi, par cette annonce de draft, malgré le fait qu'on en a une il y a 6 mois? Ouais, non mais bon, ce draft, il est plutôt bienvenu en l'occurrence à mes yeux parce que avec ce passage à la Fox, avec tout le tintamarre qu'ils nous ont fait sur ce passage à la toute puissante Fox, donc finalement avoir un draft comme ça, c'est plutôt sympa, ça met un peu de l'émission dans cet automne. Comme en même temps ils nous font du booking de Crown Jewel Express qui va se passer le 31, donc écoute, j'étais quand même curieux. Moi aussi, curieux. Je suis aussi curieux de voir comment ils allaient le mettre en scène, cette draft. On se souvient que dans les précédents shake-up, on faisait venir un peu des Hall of Famers, les mecs passaient dire coucou, mais il y a une certaine mise en scène. Là, cette année, on va voir, c'était un peu plus différent, presque un peu plus pro et peut-être même un peu trop propre. Mais avant l'annonce des premières sélections, il y a eu un match très important puisqu'il opposait Seth Rollins et Roman Reigns. Ça avait été annoncé quelques jours avant sur les réseaux sociaux. Et ben l'enjeu de ce gros match-up, c'est tout simplement d'obtenir le fameux first pick. On sait que c'est très important dans les sports américains d'obtenir donc le premier choix, la première sélection. On a parfois des équipes dont l'objectif est d'être les plus nuls pour avoir le meilleur joueur, le choix du meilleur joueur. Et c'est Seth Rollins qui a représenté les couleurs du show rouge, donc de Monday Night Raw et du coup de l'USA Network. Et Roman Reigns défendait les couleurs du show bleu SmackDown Live et donc de la Fox, puisque c'est vraiment en fait les chaînes de télé en fait qui sont affrontées pour obtenir les sélections, sélectionner les catcheurs et les catcheuses qu'ils désiraient, plus que des GM, puisque c'était pas les GM, c'était une histoire ancienne. Du coup, on a eu un gros match d'un quart d'heure qui opposait Rollins et Reigns, les deux anciens du Shield. Ils se connaissent bien. Il y a une grosse ambiance. On nous sort un petit peu toute l'artillerie habituelle, mais malheureusement, ce match n'ira pas jusqu'à sa fin. Seth Rollins s'est un petit peu habitué puisque The Fiend apparaît. Il attaque Seth Rollins. La salle est plongée dans le noir. Ça devient un petit peu bizarre puisque les lumières reviennent. Seth Rollins, il est tout simplement tiré en fait sous le ring, comme le Ouais. faisait Kane et l'Undertaker à l'époque. Il est tiré dans le ring, mais il ressort du ring assez rapidement. Là, il y a un truc un petit peu chelou. Les lumières reviennent dans l'arena. On voit même, je sais pas si tu as vu, le mec qui tenait la lumière pour faire les flashs lors de la séquence. Tu sais, quand le film apparaît, c'est blackout total, et puis tu as les musiques un peu stromboscopiques qui apparaissent. Et il y avait dans le champ, il y avait le mec avec sa petite lumière qui s'est retourné à la caméra, qui fait oh merde, et qui s'est caché. Donc, ça a un petit peu cassé le délire. Et The Fiend qui repart, donc sous le titre en tronc, toujours avec cette musique inquiétante. Et tout ça a fini en fait encore une victoire via DQ, mais cette fois-ci c'est Seth Rollins qui a gagné, puisque The Fiend l'a attaqué. C'est donc Monday Night Raw qui aura la première sélection. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là pour la lutte, pour le first pick? Ouais, c'était bien, c'était un beau line-up pour un opener de SmackDown pour un draft, avoir un Seth Rollins versus Roman Reigns. Moi, sur le coup, j'étais plutôt content en fait.
Je trouvais que c'était bien réfléchi l'histoire voilà, de faire un match qui décide du first pick. Quoi. Je trouvais que ça, j'ai trouvé plutôt ça pas mal. Après les deux War Room, USA Network et Fox, bon, en mode Ça, un c'était peu ridicule. en mode un peu NFL et tout, ouais, c'était surjoué, c'était du too much, mais bon, tu l'as dit tout à l'heure, souvent ça se faisait avec les general managers avant, là il n'y en a plus maintenant des general managers, donc ils ont mis cet artifice-là pour faire encore plus TV show, avec l'intervention de panel, l'intervention de mecs de télé, de Fox ou du USA Network, que ce soit dans le Raw ou dans le SmackDown. Ils Ils avaient étaient tous à côté de la plaque quand même, on est d'accord. Tous ah, les intervenants, les mecs, nous ont parlé parce qu'effectivement, tout au long, tu le dis, il y avait des intervenants, c'était des différents shows un peu phares de la Fox notamment, où tu avais des analystes, des mecs qui passent leur temps à analyser les saisons régulières de foot américain, de NBA, et tout d'un coup, les mecs doivent donner leur avis sur des drafts, des sélections de catcheurs, et les mecs te disaient, ah oui, alors moi si j'avais dû sélectionner un catcheur, j'aurais pris Bruno Sammartino. ouais, c'est exactement ça. Et puis quand tu vois qu'il y avait Troy Aikman, par exemple, qui est l'ancien quarterback des Dallas Cowboys, qui vient donner son avis là-dessus et qui donne son pic. Enfin bon, si tu te dis, mais attends, mais ils se sont perdus, les gars, quoi. Et puis tu sais, on sentait que. Il y en avait certains, quand ils parlaient, on les sentait limite étonnés, en fait, de ce qu'ils étaient en train de faire. C'était assez étrange, ça, comme concept, quoi. Ce Mais sont voilà. ces mots qui sortent de ma bouche. Ouais, ils voulaient présenter une espèce de guerre USA Network, Fox. Bah voilà, c'était leur choix pour présenter cette draft 2019. Comme on a tous oublié, donc comme on l'a dit dès le début, il s'en était passé une il y a 6 mois, et ben voilà, c'était la draft nouvelle version, nouvelle génération. Écoute, ils avaient des analystes, mais nous aussi, on en a des analystes, puisqu'un troisième analyste vient d'arriver dans les studios. Il s'agit de Raphaël. Salut Raphaël, comment vas-tu? Raphaël, yay, bonjour à Yeah. tous. Ça va Chris, ça va Irem? Salut Raphaël, yeah. Ça va? Ouais, tu t'es perdu sur le chemin du studio, là. Eh oui, bah écoutez, hein, je tenais à venir vous voir participer à ce podcast, puisque bah, ça sera mon dernier avant un petit moment, hein, malheureusement. Là, je- T'as été drafté par la triple A, c'est ça? voilà, je suis drafté en Amérique du Sud pour quelques mois, donc bah, je vais essayer là-bas de tenter d'installer le catch à la française. Et, Yeah. Donc, mais voilà, c'est comme on était en pleine période de draft, quand même, j'avais envie de venir commenter ça avec vous. Donc, eh ben, me voilà, je suis prêt entre deux valises. Ouais, justement, donc on vient de discuter là du premier match hein, qui a donné le first pick à Monday Night Raw, et du coup, c'est l'heure d'annoncer hein, les premiers choix. C'est Stephanie McMahon. Alors, on parlait effectivement de la mise en scène, pas de GM cette année. C'est Stephanie qui a tenu le rôle hein, sur SmackDown et sur Raw d'annoncer un petit peu, bah, comme les commissionnaires de la NFL hein, qui annoncent les picks. Tout ça est très professionnel. Voilà, sans grande emphase. Du coup, hein, ça manquait peut-être un petit peu de folie, tout ça. Ce choix de Stéphanie, qu'est-ce que vous en avez pensé globalement du fait d'avoir utilisé Stéphanie pour annoncer tous les choix? Est-ce que c'était une bonne idée d'après vous? Bah tiens, Raphaël, vu que tu viens d'arriver, ça te tombe dessus. Allez, boum. Bah, c'était très. Ce draft a été une espèce de grande, pour moi, mise en scène de la WWE en tant qu'émission télé avec cette guerre Fox USA. Et pour moi, ça a complètement mis de côté les particularités du Wrestling Universe. Donc, ouais, c'était très officiel et au final, comparé à certaines années où on avait, bah, pendant toute la soirée, on avait des matchs qui orientaient les différents drafts. Là, au final, bon, il y a eu cette histoire du premier match qui donne les first picks, mais en fait, enfin pour moi, l'issue des matchs n'a pas donné grand-chose, donc ça avait l'air d'être tout bien programmé à l'avance, pas eu beaucoup de surprises. On va dire que sur Raw et SmackDown, enfin sur SmackDown d'abord, puis sur Raw, j'ai trouvé l'ordre des annonces des drafts un petit peu étrange parce que du coup, c'est allé en décroissant à SmackDown au fur et à mesure en intérêt, et puis bah du coup en décroissant aussi un petit peu à Raw, mais avec quand même de temps en temps des gros noms qui sortent au milieu du paquet. J'ai trouvé un peu bizarre tout le choix, et puis le choix des noms, on va en parler, parce qu'il y a des catcheurs qui sont sortis de là sans écurie, alors qu'il y en a d'autres qui ont été draftés dans l'incompréhension de ma part. Ouais, il y a eu des steals, il y a eu des reaches, comme on dit dans la terminologie de ce genre d'événement, c'est-à-dire des catcheurs et des catcheuses qui ont été sélectionnés très haut, peut-être trop, et d'autres au contraire qui ont juste été carrément oubliés. On va voir. Bon, je pense pas que des gens ont été oubliés, mais il y a eu une grosse surprise dans la première sélection
Alors, pas au début, hein, puisque c'est tout simplement Becky Lynch, la championne de Raw, qui a été sélectionnée en premier. Je pense que là, on est tous d'accord, on pouvait pas ne pas faire ce choix. Gros choix en tout cas de mettre Becky Lynch comme la top star de toute la WWE, toute fédération et tout sexe confondu, je trouve. Un autre sexe est représenté, puisque le suivant, c'est le Big Dog, Roman Reigns, qui va donc à SmackDown. Alors, ça, évidemment, ça va faire sourire, ça a fait sourire beaucoup, parce que finalement, même s'il y avait cette histoire de wildcard, Becky Lynch était déjà à Raw, Roman Reigns était déjà à SmackDown, mais l'idée, c'était, ce soir, on faisait un gros reset. Donc, effectivement, il y a quand même pas mal de gens qui sont restés là où ils étaient avant. Donc, ils n'ont pas eu à changer les clés. The aussi allait à Raw. Donc, AJ Styles et ses deux copains, hein, Carl Anderson et comment ça Luke Gallows. Et Gallows, merci. The Fiend. The Fiend est envoyé à SmackDown. Ça, c'était quand même peut-être une grosse surprise, puisqu'il était en bisbille avec Seth Rollins. D'ailleurs, on a mis comment dire, un petit mouchoir là sur cette rivalité ce soir-là. Qu'est-ce que vous pensez là de ce déplacement de The Fiend à SmackDown? On sait que voilà, enfin, on verra un peu plus tard dans Raw que c'est pas forcément fini, mais sur le coup, c'était un petit peu surprenant. Chris, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ouais, c'est un peu la grosse annonce de cette draft 2019, parce que finalement, tout ce qui a été annoncé, il y a beaucoup de gens qui sont restés stables, qui sont restés dans leur brand originelle. Et du coup, l'arrivée de Bray Wyatt à SmackDown, Bray Wyatt sur le terrain de Brock Lesnar. Brock Lesnar à la Firefly Funhouse. Enfin, ce qui en restera, quoi. Après, moi, j'étais plutôt satisfait de voir qu'un Drew McIntyre, tu vois, malgré qu'il soit blessé. Donc, ce qui était le 5e choix, effectivement. Et il est le 5e choix dans le premier tour, donc c'était plutôt sympa. Et voilà, sinon, pas vraiment de surprise particulière. Par contre, je suis étonné de votre intervention précédente, puisque vous aviez l'air surpris que ça soit The Man qui soit prise la première. Et moi, vraiment, alors là, pour le coup, aucune surprise, quoi, parce que à partir du moment où le ticket était donné à Raw, je ne voyais pas d'autre personne que Becky Lynch pourrait être prise la première sur ce draft. Donc, Ah non, Becky Lynch qui a un petit peu été la star des deux shows, hein, puisque on l'a vu, on l'a beaucoup vu à SmackDown, mais également à Raw. Donc effectivement, c'est la star de l'année à WWE. À chaque année, il y a une star. En général, c'est celle qui fait la jaquette du jeu vidéo. Et ben cette année, c'est Becky Lynch. Et il n'y a pas de question. Effectivement, Drew McIntyre, tu as raison de préciser, qu'il était blessé. Les blessés pouvaient être sélectionnés. Certains l'ont été. Je pense à Samoa Joe qui faisait partie du panel où il devait analyser les catcheurs et les catcheuses qui lui aura été sélectionné à Monday Night Raw, un peu en fond de panier. Mais Drew McIntyre, comme on le verra pour un autre catcheur, on peut en parler également, c'est Andrade. Ces deux-là ont été sélectionnés dès les premiers tours des deux shows. C'est quand même... Alors, je sais pas si on peut parler de push, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de push pour un mec, on a l'impression qu'on va lui porter la poisse et que le mec, il va avoir aucun programme. Mais je sais pas ce que tu en penses, Raphaël. Mais Drew McIntyre, je sais que tu l'aimes. Andrade, peut-être aussi. Je sais pas ce que ton cœur peut être partagé en deux. Mais c'est quand même une belle annonce. Oh bah à la WWE, mon cœur il est partagé en plus que deux, hein, mais oui, bah, c'est ce que je disais, j'ai trouvé les ordres et les choix des pics assez étranges. On nous a ressorti Drew qu'on avait pas oublié, mais qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps. Il est ressorti très tôt. Ouais. Andrade a été drafté aussi très vite lors du show de Raw. J'ai trouvé vraiment la dynamique étonnante. Elias est ressorti, mais beaucoup plus à la fin. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y a des personnages qu'on n'a pas du tout entendu parler, enfin, ou alors j'ai raté, mais par exemple Cesaro a été raté, non, de la Il draft? fait partie des mecs qui ont été pas draftés parce qu'effectivement, en fait, il y avait plusieurs sessions, donc il y avait deux groupes, hein. C'est pour ça au début, enfin moi je n'avais pas calé dès le début, je sais pas si vous avez calé, mais effectivement il y avait deux pools, donc deux groupes de catcheurs qui étaient répartis, donc c'était intelligent de faire ça effectivement, sinon tous les gros noms partaient dès le premier soir. Et Ouais. du coup effectivement, quand tu faisais partie d'un groupe, donc là le groupe lors de SmackDown, si tu n'étais pas sélectionné à la fin tu étais non drafté. Mais tu pouvais, comme dans les sports américains, signer un contrat. Donc, après, c'est des phases de négociation qui ne sont pas rendues publiques, qui vont déterminer si, par exemple, Cesaro va aller à Raw à SmackDown. Mais je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est sans nouvelles de Cesaro. Je ne crois pas qu'il ait été drafté. Je sais que certains ont été draftés, mais je ne suis pas sûr pour Cesaro.
Ouais. N'hésitez pas à Donc, nous contredire, mais effectivement, il y a eu des surprises dès le premier tour. ouais, c'était un peu étonnant, mais tant mieux pour ceux qui ont été cités en gros noms. On verra ce que ça donne pour eux. C'est pas forcément révélateur, mais ouais, c'est bizarre. Enfin, il y a eu bon, voilà, Jinder Mahal aussi, ressorti du néant tout d'un coup, Titus O'Neil, et puis voilà, tout le monde. De toute façon, c'était drôle parce que voilà, chaque pick, on avait l'impression que, ouais, very good pick, voilà, un très bon choix pour Raw, pour SmackDown. Évidemment, jamais on nous a dit, ah, bon, celui-là, non, je sais pas trop pourquoi ils l'ont pris parce que je vois pas. Évidemment, on nous. Effectivement, on a surtout senti ça du côté de Raw où il y a eu plus de tours et sur la fin, c'était vraiment du gros aléatoire avec des noms de catcheurs qu'on ne connaissait même pas. On y reviendra. Il y a eu un petit match du Roi Corbin qui a disposé de Shorty Gable puisque c'est son nom officiel. Il aura été même drafté sous ce nom, Shorty Gable. Quelle horreur. Oui, non, là, c'est horrible, hein, pauvre Shorty Gable. La suite de la draft, Randy Orton. Randy Orton va à Monday Night Raw. Je crois bien qu'il était à SmackDown. Hein. Oui, c'était ça. Historiquement, il était à SmackDown. Une autre surprise, enfin, je ne sais pas si c'est une surprise pour vous, mais c'est Sasha Banks qui est envoyé à SmackDown. On peut d'ores et déjà parler de un petit peu de cet échange presque qu'il y a eu, puisque Sasha Banks est allée à SmackDown et lundi, Charlotte a été draftée à Monday Night Raw. Donc, c'était un échange de bons procédés. Mais est-ce que tout ça est bien équilibré au final? Parce qu'on a beaucoup parlé de Charlotte dans les précédentes analyses, en disant ouais, la Fox, elle mise à fond sur Charlotte, c'est pour ça qu'on a remis le titre. Et puis finalement, on s'est fait un petit peu avoir, puisque Charlotte, non seulement, on le verra un peu plus tard, a perdu le titre, mais en plus, elle a été retournée à Raw, et Sasha Banks est envoyée à SmackDown. Chris, qu'est-ce que tu penses de tout ça là? La chronologie, pour le coup, elle est importante là, parce qu'en fait, au moment où Sasha Banks elle est draftée vers SmackDown, Charlotte est encore à SmackDown et doit avoir un match de championnat, tu vois, en main event de SmackDown. Donc du coup, ça peut changer la perception. À ce moment-là, on ne sait pas trop. Ah bah Sasha Banks, elle va à SmackDown, mais qu'est-ce qui va se passer par rapport à Charlotte? Tu vois, ça laisse un petit peu un petit peu. Oui, il y a une grosse story autour de Charlotte, effectivement, tu as raison de le dire. Mais alors, dans ce cas-là, le passage de Sasha Banks à SmackDown, tout simplement, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Ouais, je trouvais ça pas mal pour redonner un peu du souffle chez les filles du côté de SmackDown. Pourquoi pas, quoi, hein, passer Sasha Banks. Après, si tu veux, ça rejoint toujours cette espèce d'organisation du draft, là, pour moi, qui a été un peu le truc, ce que tu l'as dit un peu au début, c'est-à-dire que c'était vraiment organisé comme un draft des sports professionnels traditionnels américains, quoi. De NFL, de NBA, de NHL, tu vois, c'était vraiment ça. Et ils ont essayé de nous vendre ça comme ça, quoi. Et du coup, si tu veux, moi j'ai trouvé que ça faisait perdre en intensité parce que quand tu regardes un draft en NBA ou en NFL, quand un mec est appelé à la draft, il vient, il prend le micro, etc. Là, on Et avait, la casquette. ouais, on avait la casquette, le machin, le t-shirt, tout ce que tu veux. Là, on avait juste des vignettes la plupart du temps parce qu'ils n'étaient pas là ou parce qu'ils arrivaient après sur un match random. Et du coup, moi, c'est ça qui m'a un peu dérangé, quoi. Tu vois, il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas d'intensité, de quoi que ce soit par rapport autour de Stéphanie McMahon. Tu vois, les mecs auraient pu arriver au pupitre et tout. Et il s'est rien passé de tout ça, quoi. Et donc finalement, c'était vachement moins excitant qu'une draft de sport américain traditionnel au final, quoi. Donc je sais pas, je trouve que ça perdait un peu ça avait pas, je trouvais que ça avait pas beaucoup de pêche, quoi, tout ça, quoi, tu vois. Et moi surtout, j'étais sur ce tour-là, j'étais surtout à l'écoute pour Ricochet, donc qui finalement reste à Raw, donc voilà. Et quand même, dans ce tour-là, on a aussi le passage de Braun Strowman à SmackDown, quoi. Braun Strowman qui part à SmackDown, donc le petit Ricochet qui va bondir à Raw, et le grand Braun Strowman qui va tout détruire à SmackDown. Là, c'est effectivement un sacré changement. On en voit du costaud hein, du côté du show bleu. Ça, c'est une grosse annonce. T'en as pensé quoi de ce tour? Et c'est Bobby Lashley qui a fermé le bal en allant à Raw. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce tour, hein, Raphaël? C'est un peu difficile, je trouve, une fois d'avoir vu les deux shows, de se souvenir de sa chronologie, mais il a raison, Chris, ça a été important pour la dramaturgie. Moi, en tout cas, là, sur les 2-3 premiers tours, je me suis dit, ok, SmackDown est en train de devenir le A-Show, en fait, parce que voilà, Roman Reigns, Bray Wyatt et Braun Strowman, là, dans l'état actuel de la WWE, c'est quand même les trois top guys. Alors bon, il y a
Il y a Seth Rollins qui reste à Raw, mais je me dis, bon, j'ai vraiment eu l'impression qu'on avait envie d'envoyer les Golgoth, les Colosses, les plus gros mastocs, là, les big men à SmackDown. Et Strowman, c'est un très gros draft, surtout là, quoi. C'est un peu le mec qui est qui est dans la grosse vibe, hein. Et il va affronter un boxeur. Il repart vers le main event. Il a eu traversé des périodes plus difficiles. On s'en lamentait un peu avec Chris ces dernières semaines. Il faisait pas grand chose, mais là, ça y est, il a retrouvé du focus. Je pense que les Saoudiens l'aiment beaucoup parce qu'à chaque fois qu'on approche de l'Arabie Saoudite, il redevient le gros monstre qui est important. Donc, ouais, gros pic pour SmackDown, là, Braun Strowman. Puis je te rejoins en plus, Chris, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais beaucoup aimé voir des séquences backstage où les mecs, ils attendent de savoir dans quel show ils vont et que les mecs viennent, ils ont la casquette. Et puis après, t'as les 5 qui sont, par exemple, sous le petit tentron. Et puis ça chauffe, ouais, ça chambre. Ça peut finir un peu en baston. Enfin, ouais, l'animation, quoi. Effectivement, tout ça était un petit peu triste. Je pense Ouais, que ça aurait pu être un chouette moment de trash talking, de ouais, petits brawl vite fait, tu vois, de quelques vannes balancées avec Stephanie McMahon, tu vois. C'était là, ouais, pour moi, ça c'était faiblard, quoi. C'était très déconnecté du reste du show en fait. Après, on a eu des suites de matchs qui n'avaient rien à voir avec le draft. Enfin, oui, on a vu des noms qui venaient d'être draftés venir faire une petite pige, un petit match, un petit truc, mais bon, ça a été le statu quo pendant. Enfin, non, pas tout à fait, parce qu'il y a eu des changements de titre, comme on a un peu teasé, mais bah, voilà, il y a eu des Rollins Reigns, il y a eu des matchs un petit peu de gala comme ça. On a vu Apollo Crews, on a vu Ricochet, mais c'était pas en lien avec le draft, effectivement. Ça lançait pas vraiment de FUD, c'était assez bizarre. Ouais. quelque chose qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec la draft, c'était ce petit segment où Paul Heyman vient nous booker le match entre Brock Lesnar et Ken Velasquez. Donc Ken qui vient avec Rey Mysterio et qui a promis à Brock Lesnar de lui faire une seconde cicatrice sur la joue, puisqu'effectivement, ils l'ont bien filmé, ils nous l'ont bien montré. Brock Lesnar arbore une magnifique cicatrice sur la joue gauche qui date de cette défaite qu'il a subie il y a 10 ans. Alors certains trouvent que même il a réglé ses comptes 10 ans plus tard, c'est un petit peu vain, mais voilà, Kane nous a annoncé qu'il allait faire une seconde cicatrice à Brock Lesnar qui a l'air d'avoir un petit peu peur, mais ce que nous dit Paul Heyman, c'est que ouais, il a peur Brock Lesnar, mais il n'a pas peur d'avoir peur et il combat ses peurs. Donc ça, c'était un petit peu le segment hors sujet. Il y en aura un autre à Monday Night Raw. Quelque chose à dire sur ce segment ou on passe à la suite? Moi, j'ai juste à dire à Cain Velasquez qu'il aille à la salle de gym et qu'il travaille. Vite et longtemps et beaucoup. Ouais, là, il avait un t-shirt, donc ça se voyait moins qu'il l'avait enlevé ce t-shirt. Effectivement, c'était un petit peu compliqué, mais ouais. Ah, il a le physique d'un boxeur, d'un combattant à la retraite, quoi. Même s'il fait du catch, hein, mais bon, c'est pas. Non, mais Effectivement. ça va pas du tout, quoi. Moi, en tout cas, ça passe pas du tout, quoi. Allez voir le fameux combat de 2010 contre Brock Lesnar et voir dans la shape dans laquelle il était, le Cain Velasquez. Alors là, je sais bien qu'on est 9 ans plus tard, mais pour moi, c'est pas une excuse. Tu viens dans la plus grosse fédé de catch professionnel au monde, quoi. Donc, tu déconnes pas et tu vas au gym. Merde. Mm. Et Et cela voilà. soit dit. Tu prends tes vitamines et tu vas à la gym. Bordel. New Day contre les aussi. On a eu un match entre les deux. Alors Kofi, voilà, visiblement les gens sont étonnés à quelle facilité Kofi se remet du traumatisme qu'il a subi après sa défaite expéditive face à Brock Lesnar. Effectivement, il est bondissant, le Kofi, il envoie des pancakes. Alors, moi, je vais vous poser une question, peut-être à Raphaël, qui est peut-être le plus scientifique de nos analystes. Est-ce qu'on a là, face à nous, un déni total de la réalité ou juste un mec qui arrive à gérer les mauvais moments avec une facilité qui nous étonne? Bonne question. Écoute, le pouvoir de la positivité nous surprendra toujours. Effectivement, Kofi Kingston, il s'est remis. Alors moi, j'ai deux théories en Le tant que mec qui a deux théories, scientifique. ok. Voilà. Alors la première, c'est qu'il a fait son deuil, c'est-à-dire voilà, il a perdu en 5 secondes, j'ai dit en 5 minutes, en 5 secondes sur un F5, il s'est dit bon bah là c'est mort quoi. En gros, fin du rêve, je récupérerai jamais ce titre tant que Lesnar le tient, c'est ma bête noire, donc bah
allez, hein, move on, on va voir de l'avant. Ou la deuxième, c'est qu'il fait une petite pause, une petite parenthèse, il reste avec ses copains, comme on dit, il se reconstruit un petit peu le moral, il obtient alors des victoires ou autres, mais en tout cas, il reste soudé avec sa famille et pour peut-être revenir en force dans quelques jours ou quelques semaines. En tout cas, il a peut-être compris que là, s'il revient, je pense que là, dans la situation actuelle, il revient 1000 fois contre Brock Lesnar, il perdra 1000 fois, donc peut-être il se dit, il faut que je monte en level et que je trouve une technique avant de revenir, donc il temporise, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre, quoi, que le mec, en gros, il revient exactement comme si pendant 6 mois, c'était un autre gars dans son corps, dans sa tête, dans son esprit, et là, c'est redevenu Kofi Kingston, pas champion. Limite, ça m'étonnerait pas que dans 2 mois, ils nous disent, bon voilà, j'ai jamais été champion du monde à la WWE, C'est mon rêve. c'est mon rêve. Je choisirais. Alors, j'ai lu quelque chose de très drôle. Au début, je voulais le mettre à mon crédit, mais je suis honnête. J'ai lu sur Reddit un mec qui disait Kofi s'est pas juste fait F5, il s'est fait contrôle F5. Donc, il s'est fait rafraîchir. Hein. Vous savez, vous faites contrôle F5 sur votre navigateur internet, ça rafraîchit tout, ça retire tout le cache de l'ordi et ça reset vraiment la page depuis le début. Et effectivement, c'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé. Kofi s'est fait reset. Il a oublié, comme dans les les Men in Black, pardon. Regardez la petite lumière. Ouais, Et voilà. il a été réinitialisé, le Kofi. C'est la capacité d'oubli totalement hallucinante de la WWE, quoi. Voilà, moi je trouve que là on est exactement dans l'exemple, quoi. Voilà. Il y a 6 mois, il y avait une draft. Il y a 6 mois, Kofi était champion et puis Kofi, 5 secondes, en 5 secondes, tout a été oublié. Et c'est extraordinaire, quoi. Et puis voilà, ce mec, il a la capacité derrière de venir faire un petit tag team tranquille contre les aussi, d'être au taquet, d'être virevoltant, et voilà, et tout est oublié. Gagne en plus. Un match qu'il a gagné. D'ailleurs, je me suis dit, oh, ils vont finir dans le même show. Il va peut-être aller chasser le titre US. Il impose un Trouble in Paradise à Styles quand même, quoi, mine de rien, quoi. Oui. Le Trouble in Paradise reste protégé, ça reste l'arme létale, mais Et ouais. fallait le passer à Brock Lesnar, quoi. Effectivement. Bon, allez, on continue dans cet épisode du show bleu. Nouvelle annonce. On s'attarde pas mal sur les filles. Pas mal de filles là, dans ce troisième tour, si je dis pas de bêtises. Alexa Bliss reste à Raw. Lacey Evans est envoyée à SmackDown. Kevin Owens, qui a libéré SmackDown de Shane O'Mac, est récompensé en étant envoyé à Monday Night Raw. Vous allez dire ce que vous en pensez. Les Revival restent à SmackDown, ils sont champions en titre. Et Natalia reste à Raw. Est-ce que la plus grosse surprise, ou peut-être en bon et en moins bon, c'est pas tout simplement cette draft là de Kevin Owens à Monday Night Raw? Est-ce que c'est une bonne chose pour le Canadien? Bah, pour la lecture de la draft en cours, chronologiquement parlant, pour moi, c'était cohérent avec l'idée que là, limite, Raw est en train de devenir un petit NXT, quoi. Enfin, un petit NXT. Un Petit gros. NXT, carrément. Non, non, mais ouais, Raw a les grosses stars d'NXT, quoi. Le catch un peu plus technique, il y a Kevin Owens, il y a. Bon, je sais plus exactement dans quel ordre on a McIntyre. fait ça. Drew McIntyre, Andrade, Seth Rollins. Un peu plus tard, on va bientôt parler d'Aleister Black, etc. Et SmackDown récupère en gros les gros costauds, quoi, les big men de Vince McMahon. C'était un peu surprenant qu'on l'ait pas trop vu de toute cette histoire. Vraiment, l'aventure avec Shane viré, c'était complètement entre parenthèses là pour cette draft. Après, pour le reste, je crois préciser que c'est l'équipe, non? C'est pas Alexa Bliss et Nikki Cross ensemble qui ont été draftés? Non, ouais, non, elles ont été séparées. On pouvait Ah, je croyais sélectionner, que. on pouvait faire d'une pierre deux coups. Effectivement, hein, ils ont été complètement cons à USN Network. Ils auraient pu avoir les deux pour le prix d'une, mais ils se sont dit, bah non, nous on veut Alexa Bliss. Et je sais pas, D'accord. Nikki Cross a été sélectionnée beaucoup plus tard dans l'autre show. Après, elle a été sélectionnée dans le round qui a suivi. Derrière, elle a été sélectionnée avec les Viking Raiders, avec les Heavy Machinery, la Lucha House Party, Non. et Profits, quoi. Le À dernier. Raw aussi, donc t'as raison, c'est complètement con. Ah oui. C'est complètement con. Ouais, non, non, mais là, pour le coup, vous étiez dans le vrai tous les deux. Hein. C'était complètement con. Merci, Chris. Ouais, donc Kevin Owens libère SmackDown et va à Raw, donc il va libérer Raw maintenant. C'est une bonne nouvelle pour Raw, hein, parce que Raw a été, à mon goût, pas mal affaibli là, et justement le départ des big men et tout ça. Et je suis
content de voir Kevin Owens à Raw parce que je pense que ça évacue Shane McMahon définitivement, normalement. Hein. On n'en a pas parlé de lui pendant le draft, quoi. Donc, par contre, d'ailleurs, pour le coup, Kevin Owens, on en a parlé au moment de son draft, mais on l'a pas vu. Mais Ce oui. que disait Rafa, effectivement, c'est dommage de ne pas avoir une petite apparition du Canadien qui nous aurait offert une petite promo bien sentie, quoi. Ouais, ça aurait pu être cool. Ils viennent au pupitre avec Stéphanie McMahon en disant bah voilà, je viens de botter le cul à ton frère. La prochaine sur la liste. Ah, c'est la frangine, c'est ça le prochain taf. Elle a dit, en fait, Shane a été mentionné puisque Stéphanie a dit l'homme qui a viré mon frère, Ouais. Kevin Owens. Oh, elle avait pas l'air si mécontente, pas traumatisée. Hein. Ouais, c'est l'amour-haine de la fratrie, hein, tu sais comment ça fonctionne. Ouais, puis c'est l'habitude du métier aussi. Effectivement, mais c'est vrai que voilà, une fois de plus, on aurait aimé plus d'interactions, les mecs qui viennent, des mecs pas contents, des mecs contents, enfin je sais pas, des réactions de liesse, de joie, ou des amitiés séparées, genre Alexa Bliss et Nikki Cross, tu aurais pu faire une petite séquence sympa où effectivement Alexa Bliss et Nikki Cross sont séparés, et en fait non, finalement les deux vont, et elles se retrouvent quand même, toi, donc... Et tout ça aurait pu servir à build en plus des rivalités, des stories, des histoires pour les prochaines semaines, mais non, tu sais, c'est pas très important. Donc, La bonne nouvelle pour moi dans le tout dernier tour de draft de SmackDown, ça a été l'annonce des Street Profits qui allaient à Raw. Donc ça y est, en fait, ouais. définitivement. Donc effectivement, ouais, t'as raison. Le dernier passage, donc tu le disais, c'est les Viking Raiders à Monday Nitro. On verra lundi qu'il y a un petit programme pour eux. La Lucha House Party à SmackDown. Ok. Dicky Cross, donc Heavy Machinery qui va ou qui reste à SmackDown. Et effectivement, les Street Profits, donc les derniers à être sélectionnés qui vont au show rouge. Et ça t'a plu, Chris? Bah ouais, parce que ça veut dire qu'ils vont catcher, enfin. Et effectivement, encore du NXT à Raw. Ils vont avoir Raphaël a tout vu. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein, là, si tu prends la liste de Raw, c'est impressionnant. Ils viennent quasiment tous. Là, tu prends Alexa Bliss, Nikki Cross, Viking Raiders. Les Street Profits. C'est assez impressionnant le wagon de NXT qui débarque à Raw. Après, est-ce que c'est pas aussi parce que aujourd'hui, peut-être la moitié du roster est passé par NXT? Ah ouais, non, mais clairement, il y a de ça. Certes, mais enfin moi il m'a semblé en tout cas que les petits chéris, les petites stars d'NXT, voilà, bon, on l'a Internet dit, Darlings. voilà, les Drew McIntyre, les Andrade, surtout le côté technicien, le côté, enfin voilà, j'ai vraiment eu l'impression que SmackDown récupérait les gros costauds quoi, donc De toute façon, ouais, je pense que via le deal de la Fox, c'est logique. Mais là, moi, alors du coup, je vais un peu rater le catch ces prochains mois, mais je serai beaucoup plus hypé par Raw. Je pense qu'il y a le moyen de faire, en plus le temps d'antenne est plus long, il y a moyen de faire vraiment éclore des stars, et notamment cette scène tag team qui est pas dégueu là avec les Viking Riders Warriors et Expérience. et les Street Profits notamment. Alors qu'à SmackDown, là, ouais, bon, Lucha House Party et Heavy Machinery, moi, ça me fait pas trop rêver. On envoie les gros costauds et les rigolos, quoi, effectivement. Ouais. Bon, bah, et surtout, messieurs, on a eu un main event, un gros main event, puisque Charlotte, donc, toujours championne, hein, j'ai un peu spoilé au début, mais bon, vous avez déjà regardé le show normalement. Charlotte, la championne, a défendu son titre face à Bayley dans un rematch de leur premier match-up à Hell in a Cell, hein, un match que j'avais, je crois que je lui avais donné mon flop, et si je l'ai pas fait, bah, j'aurais le dû, mais je crois que je l'ai fait, mais peu importe, c'était pas un match incroyable. Ce soir, elles remettent le couvert, mais avant que Bayley ne rejoigne Charlotte sur le ring, elle s'arrête. Elle a une petite capuche, Bayley. Elle a une petite capuche, tiens, elle a changé un petit peu de style. Elle retire sa capuche et Bayley s'est coupé les cheveux et les a teints en noir, mais un noir corbeau. Oh my god. Elle affiche une mine pas contente, un peu dark, un peu émo, je serais tenté de dire. Et surtout, elle sort une paire de cisailles et elle tue les ballons, les petits bonshommes ballons, les Bailey Balls. Je ne sais pas s'ils ont un nom officiel. Bailey Buddies. Les Bailey Buddies. Merci, Chris. On peut toujours compter sur lui pour ce genre d'anecdote. Donc, elle les tue, elle les explose, elle les découpe en morceaux. C'est la fin du monde merveilleux et magique de Bailey. Bayley n'est pas contente. Bayley retourne sur le ring. Bayley casse la gueule de Charlotte, même si Charlotte se laisse pas faire. Et Bayley contre le Natural Selection pour reprendre le titre
victoire de Bayley, votre nouvelle championne de SmackDown, incroyable. On a dit, ouais, Charlotte, championne à SmackDown, mais oui, c'est normal, c'est la Fox. Et bien, pas du tout, c'est Bayley qui va aller donc, qui sera la tête de gondole de la division féminine dans le show bleu. Enfin, on a une Bayley qui accepte totalement le côté obscur de la force. Chris, qu'est-ce que tu as pensé de ce gros heel turn en direct? Elle a gagné avec un roll-up. Un contre de Supernatural Selection. Sélection pour mettre un roll-up, un bon vieux move de heal, là, elle nous a fait là. Et ben, moi, j'ai vraiment bien aimé beaucoup ce main event. Voilà. J'ai trouvé un bon combat, j'ai trouvé le heel turn bien ficelé. Voilà, aller fracasser les Bayley Buddies, et ben moi j'ai trouvé ça vachement bien, vachement sadique et tout, c'était cool. Et écoute, je m'attendais pas à ce que ce SmackDown se termine si bien parce que j'avais une mauvaise expérience de la semaine passée. Mais là, franchement, j'ai trouvé qu'ils avaient bien géré cette fin de show. Et moi, j'étais fondamentalement content à la fin du main event. Je trouve que chez une femme, c'est très important. Elle s'est coupé les cheveux, donc déjà, c'était un indicateur fort. Et elle s'éteint les cheveux par-dessus, encore plus fort. Tous les marqueurs de illitude étaient là. Hein. Il y avait toute la méchanceté qui est ressortie de Bayley. Et bah écoute, j'ai trouvé que la WWE elle avait bien réussi son coup sur cette affaire-là. Et qu'en plus, on a eu un bon match pour finir le show, et que ça, c'était bien. Et puis, bah, le Hey bitches, screw all of you! Voilà, Bayley passé du côté obscur de la force, comme tu l'as dit, mon Yerem. Effectivement, hein, on a le bitches facile ces derniers temps. Je sais pas si c'est parce qu'on a eu le film Breaking Bad là, qui est sorti, mais je crois que là, toutes les filles, on balance des bitches à tour de bras. Et Bayley, faire pleurer les enfants en disant des gros mots à la télé. Est-ce que toi, ça t'a fait pleurer? Est-ce que tu es triste, Raphaël? Je ne suis pas triste, non, c'est comme Chris, j'ai envie de dire que c'était la bonne chose à faire et c'était le bon moment. Je crois qu'on était beaucoup hein, sur nos discussions Discord ou autres à rêver de ce segment hautement symbolique de la destruction des ballons gonflables. Après, je sais pas, avec Bailey, j'ai toujours ce petit. Je trouve elle a une tête de fondament tellement gentille quand même, donc on a l'impression qu'elle en fait des caisses pour dire ça y est, je suis plus contente, je suis une méchante. Alors je pense qu'un jour, Elle fait le schtroumpf-grognon là. voilà, elle fait un peu le schtroumpf-grognon un jour, elle y reviendra à tout ça, mais là, elle est très très énervée, mais voilà, bah, c'est triste, hein, mais elle a eu raison de devenir méchante puisqu'elle regagne le titre. Alors, je trouvais Charlotte, elle rigolait limite quand elle a perdu le titre. Oh, bah dis donc, je me suis bien fait avoir sur ce coup-là. Elle est trop habituée, elle, comme son père, là, elle en perd, elle en gagne. Charlotte, j'ai l'impression qu'elle s'en fout un petit peu maintenant. C'est un peu ça, et puis c'est aussi un peu on remarque, hein, Charlotte est un peu ce côté un peu hystérique, elle rigole tout le temps quand ça va, en tout cas, va tenter un tombé et que ça va justement au compte de deux. Bah, on le verra dans son match de lundi, parce que Charlotte est également au four et au moulin lors de ces 2 jours de draft, mais elle est souvent en mode ah mince, j'ai pas réussi le tombé. Ça fait partie du personnage également. Ouais, mais ça rebat les cartes et bah, du coup, cette division féminine de SmackDown semble prête à tourner plutôt autour de Bayley et Sasha Banks, donc c'est intriguant parce que là on a plus vraiment de top face hein, chez les filles à SmackDown. On a dit Becky À Lynch ce moment-là, en tout cas, effectivement, on avait encore Charlotte à ce moment-là. c'est vrai. Mais écoutez, on va attaquer la deuxième partie, non pas de soirée, mais de la draft, puisque lundi à Monday Night Raw, c'était la suite. Alors, aucun changement. C'était toujours Stéphanie qui annonçait de la même façon, façon très monotone, les différents drafts. On a encore eu la War Room avec le robot de la Fox. Est-ce que quelqu'un sait qui est ce robot, en fait? Dans la War Room de la Fox, il y avait un robot quand même. Vous avez vu le robot ou... C'est pas le robot de la présentation des émissions NFL, je sais plus comment ça s'appelle ça, c'est pas ça là. Je regarde beaucoup de NFL, j'ai jamais vu de robot, mais visiblement, je regarde pas encore assez. Peut-être que sur Fox, il y a peut-être une émission NFL et où il doit y avoir ce personnage du robot, je sais pas. Les Américains, ils aiment tellement les mascottes, les trucs comme ça que ça serait pas très surprenant, mais bon. Ou alors, à moins que c'était un truc spécial pour la WWE, mais j'ai pas d'intérêt fondamental, quoi. En tout cas, la mascotte de Raw, c'est Becky Lynch, et c'est elle qui ouvre une fois de plus le show. Elle est partout, cette Becky Lynch. Elle nous rappelle, elle nous dit qu'elle était prête à botter le cul de Sacha ce soir, mais Sacha n'est pas là. En même temps, Sacha a été drafté à SmackDown, alors il n'y a aucune raison qu'elle soit là.
Mais Charlotte débarque et elle nous dit ouais, peut-être que je vais être drafté à Raw, peut-être qu'on va se battre Fight Forever, qu'on va se battre pour toujours. Et puis elle minaude un petit peu, elle fait l'air gentille, elle dit tu sais moi je ne pense pas qu'à moi-même, je veux pas te battre, je veux pas me battre avec toi, Becky. En fait, je veux qu'on devienne des grandes copines parce que tu me manques. Évidemment, tout ça n'était qu'une entourloupe et Charlotte attaque Becky Lynch puisque ce soir, ce sont elles qui ont un match pour déterminer le first pick. Charlotte versus Becky Lynch pour la 10e fois sous vos yeux. Un bon match. Et à la fin, Charlotte qui perd une seconde fois face à Becky. Et c'est donc bien Monday Night Raw qui aura le first pick. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite mise en bouche, Chris? Bon, écoute, c'était un match j'ai envie de dire, dans les standards des deux filles, quoi. Et voilà, donc c'était un bon match. C'était pas extraordinaire, c'était pas un match de pay-per-view, mais c'était un bon match de weekly. Et encore une victoire par roll-up. Décidément, Charlotte, elle a du mal avec. Elle va falloir un peu qu'elle travaille un peu au gymnase. 4 les dégagements, ouais. 4 les dégagements. Les roll-up parce qu'elle a des difficultés en ce moment. Et du coup, Becky gagne clean. Et je te redis ce que je t'ai dit sur SmackDown. Je trouvais que c'était très bien cette idée d'ouvrir le draft sur un match et qui détermine le premier choix. Moi, je trouve que ça c'était bien pensé. Oui, on a aussi une petite interview là de Seth Rollins qui dit qu'il va enfin, il y a un petit peu la suite de tout ça. On verra d'ailleurs que ça se finira à la fin du show. Seth Rollins qui est interviewé, il dit qu'il va chasser le Fiend. Il en a après le Fiend. Donc on verra ça au main event si vous voulez bien. C'est le tour du premier tour justement. Et c'est Seth Rollins qui est sélectionné en premier. Le champion universel reste à Raw. Brock Lesnar reste à SmackDown. Première presque surprise, peut-être qu'on l'a senti venir à ce moment-là. Charlotte est draftée à Raw. Donc elle va rejoindre Becky Lynch, sa meilleure amie. Le New Day reste à SmackDown. Et c'est donc Andrade, on en a déjà parlé, qui est envoyé à Raw. Surpris par quoi que ce soit ou tout simplement ou pas dans ce premier tour, Raphaël? Bah, là, on comprend mieux en fait. Enfin, moi, je me suis focalisé sur pour les filles, on est pas mal. On va avoir voilà Charlotte et Bailey, Charlotte et Becky d'un côté, et puis Bailey et Sacha de l'autre. Donc ça, c'est Charlotte. C'est vraiment, tu l'as dit, elle a eu double programme là. Et c'est vraiment la pierre angulaire de la division féminine. C'est-à-dire que on s'en rend même plus compte, je trouve, mais elle arrête pas de turner aussi en fonction des opportunités. C'est-à-dire là, depuis 2-3 semaines, elle était redevenue face parce que Bailey était heel. Et là, elle a l'air repartie pour redevenir heel. Donc je pense que Becky et Charlotte vont fight forever longtemps à Raw. Et sinon, ça continue dans ce que je disais. Brock Lesnar à SmackDown en plus. Donc encore un gros costaud dans le show bleu. Et on notera que globalement, ils ont pris aucun risque dans les drafts de ceinture, c'est-à-dire les champions SmackDown sont restés à SmackDown et les champions de Raw sont restés à Raw. Donc il n'y a pas de tease comme ça avait pu avoir lieu dans le passé de changements futurs du genre à une époque, je ne sais plus en quelle année, il y avait eu les 2 titres intermédiaires qui étaient dans le même show pendant quelques semaines, donc US et Intercontinental avant que ça change en cours de route. Là, tout a été bien réparti, tous les champions sont restés chez eux. Non, c'était assez logique. Sélectionner assez haut, les champions évidemment. Donc un premier tour sur grande surprise à part Andrade, mais on en a déjà parlé. Justement, Andrade, il a eu un match contre Ali qu'il a gagné avec un joli botch de Zelina Vega dans sa promo qui, au lieu de dire les Horsewomen, a dit les Horse Faces. Donc c'était un joli botch de Zelina. Le second tour voit les Kabuki Warriors envoyés à Monday Night Raw. Alors on sait que le titre peut être défendu dans n'importe quel show, mais là on verrouille les championnes de la division féminine à Monday Night Raw. Daniel Bryan reste à SmackDown. Rusev est à Raw. Bailey, alors là par contre un peu une surprise, la championne qui aurait pu être choisie un peu plus haut, Bailey reste à SmackDown évidemment. Et surtout, pour alimenter la théorie jaune de Raphaël, Aleister Black est envoyé à Monday Night Raw. Donc effectivement, allez, t'as été à NXT, hop, tu vas à Monday Night Raw. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette sélection? On va avoir encore un paquet de
NXT sur Raw là. Moi, je vois Aleister Black à Raw. J'espère que ça va être une bonne chose pour lui. Avec l'histoire de Rusev, Lashley, etc., on avait du mal à imaginer que ces gars-là allaient pas rester sur Raw aussi. Dans ce tour-là de draft, il se passe pas grand-chose globalement, quoi. Le seul truc, c'est la réaction de la War Room de USA Network quand Daniel Bryan est drafté à SmackDown, quoi. Le faux truc mal joué, tu sais, de tristesse et de contrition de la War Room. J'ai trouvé ça tellement mauvais. C'est la même War Room qui s'est enflammée quand Natalia a été sélectionnée, quand même. Voilà, exactement. Ouais. Ah oui, c'était fort ça. Ouais. Quand Natalia est sélectionnée, c'est la folie dans le stade, quoi. Ouais. Bah, tant pis pour eux. Hein. Ah ouais. Le gros style. Non, mais c'est pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était le premier nom de catcheur, justement, pas trop gros costaud, là, de gros main eventer à SmackDown. Donc Daniel Bryan à SmackDown, bah, il va falloir qu'il surnage un peu au milieu de tous ces Bray Wyatt, Brock Lesnar et Braun Strowman et Roman Reigns. C'est une grosse mission là pour Daniel Bryan. Curieux de savoir ce qu'ils vont lui donner comme programme dans les mois à venir. Des géants à faire tomber, effectivement, pour Daniel Bryan. Euh, on a eu donc Aleister Black a vaincu Eric Young pour la petite anecdote dans un autre match un petit peu plus tard. Les Viking Raiders ont eu un match contre Robert Woods et Dolph Ziggler, hein, donc les champions de Monday Night Raw Tag Team, dans un bon match qui a bien enflammé la foule et surtout une victoire des Viking Raiders qui deviennent donc les nouveaux champions de Monday Night Raw. Avec une petite promo qui en a suivi, où on nous explique que les mecs ils ont gagné tous les titres tag team, alors au Japon, à la ROH, à NXT, et maintenant à Raw, où ils restent victorieux et sans défaite. Voilà, on a eu 2 changements de titre. Le premier, c'est Bayley. Le second, c'est les Viking Raiders. Est-ce que c'était la bonne chose à faire pour les Raiders de leur filer la ceinture dès ce soir? Chris, qu'est-ce que tu en as pensé? En tout cas, un des meilleurs matchs de la semaine. Et moi, j'ai bien aimé ce tag team match là. Je trouve que c'était bien cool, c'était bien fun. Et écoute, donner le titre aux Viking Raiders, c'est pas mal. Je sais pas si c'est dû à Raw ou quoi que ce soit, mais il y avait quand même une certaine liberté. Moi, j'ai été étonné de la promo des Viking Raiders à nous dire qu'ils avaient gagné des titres au Japon, à la Ring of Honor et tout. J'étais assez surpris par ça, qu'ils citent les fédés en question, quoi. C'était assez. Et écoute, vu que la Tag Team Division à Raw, je pense qu'elle s'annonce pas mal du tout. Donc moi ça m'intéresse, quoi. Et c'est un règne qui va m'intéresser dans le futur là. Ouais, c'est des beaux champions. Ça arrive peut-être un peu rapidement, mais bah ouais, c'est cette histoire de draft là qui remélange un petit peu toutes les cartes et du coup bah tu vas les annoncer, mais les anciens champions partent à SmackDown, hein, c'est ça de mémoire. Oui. Un peu plus tard, ouais, Roode et Ziggler vont à SmackDown, effectivement. Bon, ça, je trouve ça bien que cette équipe marchait bien, hein, et là ils ont fait de belles prestations ensemble, donc on les garde, ça me va. Effectivement, Bobby Roode est un peu coutumier du fait, Dolph Ziggler aussi. Les mecs, peu importe dans quel tag team tu les mets, ils délivrent les gars, donc effectivement, c'est plutôt une bonne chose. Nouveau tour, je sais plus c'était le combien, je commence à perdre le fil. Là, des grosses surprises. Alors là, messieurs, qu'est-ce qui s'est passé dans ce tour-là? On a envoyé, c'était 205, voilà, c'était 205 time, bébé, puisqu'on a envoyé Cedric Alexander à Monday Night Raw, Humberto Carrillo à Monday Night Raw, Ali à SmackDown, qui est resté à SmackDown, Shinsuke Nakamura, notre champion intercontinental, sélectionné un peu bas, mais bon, qui reste à SmackDown, et Eric Rowan, le gros costaud, peut-être un des seuls gros costauds qu'on envoie à Monday Night Raw. Donc là, on a tout, on a eu des mecs que je pense beaucoup de gens qui sont genre Humberto Carrillo, qui es-tu? Le mec vient de 205 quand même. Cedric Alexander et Mohamed Ali, Mustafa Mohamed Ali, le prince Ali, puisque ça vient de là, hein, un grand fan de Disney visiblement. Je vous conseille son petit chronicle qui lui est dédié. Bon, là, c'était la fête à 205. Chris, est-ce que tu as kiffé cette fête-là, cette fête de 205? Ouais, écoute, ce tour de draft là, il est presque sans grand intérêt, quoi, parce que pas d'étonnement de voir Nakamura rester à SmackDown. Voilà, quelque part, Eric Rowan est là pour justement faire un peu la balance sur les big men, quoi. Et voilà, il arrive. Alors, on notera quand même qu'il est annoncé sans Luke Harper. Luke Harper qui reste non drafté. Hein.
qui reste free agent, quoi. Et donc, du coup, il a fallu attendre l'arrivée d'Eric Rowan à Raw pour avoir un premier big man dans le show rouge. Et voilà. Et sinon, effectivement, un tour de draft là qui était consacré quasiment que au cruiserweight. Donc voilà. Et ils vont tous à Raw, quoi. Et ils vont passer- Ouais. Bon, Ali reste à SmackDown, mais il y est bien. Surtout, tu as raison, puisque Buddy Murphy, dans le tour d'après, est envoyé à Raw. Et il vient accompagné de Jinder Mahal et de R-Truth. Ce dernier étant Oui, séparé de Carmella, qui est envoyé à SmackDown. Donc là, c'est quoi, le 4e ou le 5e tour? On approche de la fin, mais c'est quand même le fond du panier, quoi. J'étais un de ceux qui avait plutôt bien kiffé le travail de Jinder Mahal à l'époque, mais là, il fallait le vouloir quand même. Ça a dû te faire plaisir, ça, Raphaël, de voir Jinder Mahal. Ah bah, ils l'ont voulu et ils vont l'assumer, mais non, moi je trouve ça improbable, comme tu l'as dit, c'est le fond du panier, alors que, ouais, bah, on dit toujours la même chose, hein, mais pauvre Cesaro, pauvre Luke Harper, là on rejoue toujours les mêmes mecs qui sont toujours les. On dirait que c'est assumé que c'est les non-aimés de la WWE, parce que forcément ils vont apparaître, ils vont faire des matchs. Cesaro, il a un planning là pour Crown Jewel et tout. Alors pourquoi ces noms-là? Pourquoi on nous sort Jinder Mahal? J'espère qu'ils vont pas profiter de ce draft pour lui redonner un push, mais sinon à part ça, ouais, je trouve que sur Raw on part vraiment sur un laboratoire là de choses possibles avec tous ces mecs de 205. Eric Rowan, je pense que seul Big Man, ça va lui faire du bien, hein. Il va rester pushé. Moi je le vois, je verrais très bien Rowan en feud contre Rollins par exemple, ce genre de choses. Il y a du potentiel là, il y a des choses à faire. Après, les filles, c'était un peu le bordel. Ouais. J'ai du mal à avoir un peu les divisions. Carmella, bon, ça fait combien de temps qu'elle n'a pas catché? C'est un peu compliqué tout ça. Ouais, c'est un peu compliqué tout ça. On a une séquence les Street Profits qui sont en bisbille avec Lee aussi. Un match de Ricochet qu'il a remporté face à Shelton Benjamin. On a une séquence un peu bizarre de Lana qui a un massage et après elle aime quand c'est dur et profond. Ok. Et là, Bobby Lashley arrive et prend le relais pour la masser. Et à la fin, le petit logo Brazzers Pornhub qui s'affiche. Donc le partenariat avec Brazzers est officialisé dès ce soir. Je pense que nous tous qui n'avons pas de compte Brazzers Premium, on va peut-être avoir, si on a un compte network, peut-être qu'on aura un compte Brazzers offert. Je ne sais pas. Il y a sûrement avoir une opération commerciale là, à faire. Ouais, je pense. En tout cas, ils ont trouvé le, ils ont peut-être trouvé le meilleur rôle de Bobby Lashley parce que c'est vrai qu'il a la gueule de l'emploi, je trouve. Il a la gueule d'un acteur porno quoi, qui sait pas jouer autre chose que les scènes d'action. Ouais, c'est ça. Bon, allez, à vous, hein, t'aurais aimé être à la place de Lana. T'aurais pu choisir les deux. J'aurais peut-être préféré être à la place de Bobby Lashley, mais c'est bon. Je sais pas si Chris a envie de dire quelque chose sur tout ça, mais moi j'ai pas envie d'en dire grand-chose. Ah, Pas pour ta Non, dernière analyse. non. moi, je trouve ça tellement pauvre que j'avais déjà pas de mots la semaine dernière, mais là, je crois que là, on est en train de toucher le fond du fait-tout. Et Elle vraiment, a dit qu'elle aimait que c'était profond. donc voilà, donc la WWE nous sort la rivalité porno soft sponsorisée par un site XY. Voilà, enfin bon, bref, XY, quoi. ouais, c'est tellement pauvre que j'ai pas grand-chose à en dire non plus, malheureusement. Un autre segment, on va me dire si vous avez trouvé ça pauvre. Moi, j'ai trouvé ça assez ridicule. C'est Jerry Lawler. Signature de contrat entre Fury et Strowman. Strowman nous sort une promo un peu chelou. Il dit ouais, t'es venu ici juste pour avoir le spotlight. Voilà. Moi, si moi je me casse le cul, toi, t'as rien à faire ici. Et qui va donner donc sa première défaite à Fury. Fury, il en a rien à foutre. Les deux signent leur contrat. Et à la fin, on a Strowman qui s'énerve, qui bouillonne et qui pulvérise la table avec ses 2 poings. Et on a Fury qui prend le crayon et qui, j'ai l'impression, hein, vous allez me dire, mais parce que c'était difficile d'avoir toutes les subtilités du jeu d'acteur de ce champion de boxe, Fury qui a peiné à casser un crayon et qui au final réussit à le casser et qui repart. Est-ce que là c'était du grand acteur studio ou c'est quelque chose d'autre qui m'a échappé, hein? Raphaël, là, toi qui aimes beaucoup ce genre de séquence, qu'est-ce que t'en as pensé?
Écoute, moi j'ai trouvé que Strowman s'en sortait plutôt bien et sinon c'était une signature de contrat qui c'est mitigé les signatures de contrat parce que si ça finit en baston on se dit c'est toujours pareil et si ça finit où les mecs se touchent pas on se dit bah tout ça pour ça, c'est un petit peu décevant et là j'ai trouvé ça un petit peu décevant. J'ai trouvé que Fury, j'ai l'impression qu'il troll un peu tout l'univers de la WWE, c'est-à-dire je sais pas s'il a volontairement raté son cassage de stylo ou s'il a un peu réussi à sauver ses meubles, mais on dirait ouais, il se foutait de la gueule de tout le monde et je suis pas très triste de rater Crown Jewel là du coup, hein. Ça m'emballe pas trop cette histoire. Mais je trouve que c'est toujours une belle mise en avant pour Strowman qui a vraiment ce rôle très très particulier du mec qui a rien gagné. C'est quand même ce qu'on lui a dit, hein. T'as jamais Ouais. gagné un titre de champion du monde, Ouais. mais qu'on envoie pour faire tout ce genre de trucs là, toute la représentation mainstream, c'est-à-dire Mm. bah, le Greatest Royal Rumble, là il avait gagné, là il est contre le boxeur. Il a une place de bon employé quand même, je trouve. Effectivement. Ah, Bon, moi, j'aurais préféré qu'ils se battent. tu fais partie de ceux qui auraient préféré qu'ils se mettent sur la gueule. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait une baston parce que franchement, comment c'était pourrave cette fin de segment. Effectivement, pour moi, c'est Strowman qui s'en sort le mieux parce que finalement, c'est celui qui est le plus dans son élément. Et ce coup du stylo, machin. Et en plus, le Fury, il part tout gaze, tout satisfait. Il fait des coucous à la foule, il fait des checks. Il arrive sur le petit tronton, il fait un au revoir à Style Firefly Funhouse, justement. Mais j'ai trouvé ça complètement con, quoi. Mais grave. C'était pitoyable. J'ai espéré, hein, au moment du stylo, justement, je me suis dit, allez, en fait, le Une stylo, plantée. il va le balancer, puis soit il va essayer de lui planter dans la gorge, ou voilà, qu'il fasse un truc un peu hardcore, quoi. Mais non, un truc tout pourri. Donc, On dit que c'est deux mecs qui font plus de 2 mètres, là. T'as envie qu'ils se mettent ouais. sur la gueule, qu'ils n'aient pas besoin de chercher des raisons, des excuses pour foutre sur la tronche. C'est juste deux mecs qui ont un ego de ouf et qui veulent se mettre sur la pogne, quoi. Mais ouais, voilà, t'avais deux mecs de 150 kilos, au lieu de leur faire un pourri avec une histoire de stylo à la con et d'un qui part avec la banane, bah tu mets un gros brawl et puis voilà, et puis peut-être il aurait peut-être été plus réussi que la semaine dernière, ça aurait été déjà ça. Ouais, bon, c'est Gypsy King, hein. Enfin, Gypsy King, voilà, donc il fait un petit peu le foufou, tu vois, il est un peu foufou. Allez, un autre qui est foufou, c'est Buddy Murphy qui a battu Cedric Alexander en représentation. On nous annonce que Seth Rollins affrontera The Fiend dans un Falls Count Anywhere en Arabie Saoudite. Voilà, à Crown Jewel pour le titre universel. Alors là, messieurs, dames, je sais pas comment ils vont s'en sortir de ce match, mais ça sent la cata à plein nez. Ah ouais. De ouf, Guedin. Ouais. Puis rappelons que ce même soir, Seth Rollins, c'est dans l'équipe de Hulk Hogan, donc encore double planning pour Seth Rollins. Mais, Ah oui, c'est vrai, t'as raison, c'est complètement con. effectivement, alors j'étais pas là pour vos reviews de Hell in a Cell, mais moi je suis catastrophé par cette storyline et qui va finir très vraisemblablement avec Rollins toujours champion, puisque l'un est à Raw, l'autre à SmackDown. Donc The Fiend, c'est un peu. The Fiend, finalement, ça finit. Il trouve vite son premier adversaire qui est plus fort que lui, donc c'est très problématique, je trouve. On va reparler de ces deux-là, parce que c'est eux qui ont clos le show. On finit avec les deux derniers tours, hein, si vous voulez bien rapidement. Samoa Oui. Joe, le blessé, envoyé à Monday Night Raw. Donc, c'est pas un géant, mais c'est un bulldog. Donc, il va aller bouffer les mecs de 205. En parlant des mecs de 205, on a Tozawa qui est envoyé. Shelton Benjamin, c'est pas un mec de 205, mais c'est un technicien, il est envoyé à Raw également. Le bon Roi Corbin est envoyé à SmackDown. Alors, le Roi Corbin, très très bas dans les sélections, c'est un peu dommage. Le Miz aussi, très très bas, envoyé également à SmackDown, mais on envoie les talkers, on envoie les. Ouais, t'as raison, c'est ça, on envoie les mecs un peu de spectacle du côté du show bleu. Et dans le dernier tour, Elias est aussi envoyé à SmackDown. Shorty Gable, il suit Corbin à SmackDown. Rey Mysterio, le petit Réré, ça va faire plaisir à Chris. Et envoyé à Monday Night Raw avec Titus O'Neil et Liv Morgan. Donc, alors là, je sais pas tout sort. Et Liv Morgan, qui est donc la dernière sélectionnée. Bon, là, on a raclé le fond du panier. On a retrouvé comme des mecs. On se dit, mais attends, ces mecs auraient pu être sélectionnés plus haut. Mais oui. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, là, Chris? À noter quand même, c'est la fin du draft et que sur l'ensemble des deux weekly, on n'a aucune montée de NXT. Non, ça, c'est quelque chose qui avait été vaguement évoqué il y a déjà un bout de temps où effectivement, c'est toutes les brands, ils avaient un peu insisté là-dessus. Donc, on se montait la tête, mais en fait, c'est toutes les brands Raw et SmackDown, quoi. Ouais, et puis du coup, cette fin de draft, c'est vraiment, voilà, on racle encore les fonds de tiroir, quoi. Et puis tout, on se rappelle de quelques mecs tout d'un coup.
Et puis Tozawa, pour moi qui était surpris, j'ai dit tiens, Tozawa, ils ont été chercher Tozawa, quoi. Et puis tu l'as dit, bah Rere, j'ai mon assurance tout risque, mon assurance masquée qui sera là au show rouge pour commenter le show rouge. Obligé de regarder Monday Nitro, du coup. Voilà, je peux plus faire autrement. Bon, et toi, Raphaël, là, sur ce dernier tour de draft, quelque chose à ajouter? Une Pour moi, réaction? c'est ça, la photo finish, comme tu l'as dit, c'est SmackDown, c'est Fox et ça va être la télé. Donc, on va avoir tous les gros monstres et puis les entertainers, donc le Miz, etc. Et Raw a une affiche plus intéressante avec beaucoup de mecs de 205, les stars de NXT, donc Drew McIntyre, Samoa Joe, Aleister Black, etc. Et puis une team pas mal, mais effectivement, là, pour moi, les noms à la fin, c'était n'importe quoi. Enfin, Titus O'Neil. Et puis, on se rappelle qu'à l'émission de SmackDown, il y a eu quand même. Je reviens un petit peu sur ce que dit Chris. La dernière annonce pour le draft qui a eu lieu vendredi, c'est quand même la montée des Street Profits, qui était quand même plus ou moins encore NXT. Et là, on finit sur Liv Morgan. Putain, mais alors. C'est Qui est une l'incompréhension. surprise parce que c'est son retour qu'elle était blessée, quoi, mais Ouais, c'est mais pas très glorieux. dans la division féminine, par exemple, on n'a pas du tout parlé de Mandy Rose, ce qui me semble, alors qu'ils ont mis Non. le paquet sur elle ces derniers temps. Ouais. On n'a pas eu de Lana, par exemple. On aurait pu avoir Lana quelque part. On n'a pas on n'a pas de Sonya Deville. On n'a pas de. Il y a plein de gens qu'on n'a pas. Poppy n'a pas été sélectionné. Brooke, Drake Maverick, Luke Harper, Mojo Rawley, No Way Jose, Sarah Logan et les Iconics aussi qui sont passés à la Oui, trappe. bah ouais. Mystère total dans ces choix de. Ah, c'était un peu à pile ou face, hein, je pense, hein, pour tous ces gens-là. Oui. Soit tu étais drafté, soit tu l'étais pas, mais dans tous les cas, tu iras quelque part. Mm. On a eu un match avant de parler de. On va faire vite parce que le studio va bientôt fermer. On a eu un match entre justement les Kabuki Warriors et Natalia. Et Natalia qui dit qu'elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec quelqu'un dont elle est fière, qu'elle trouve qui est à la hauteur de Natalia. Et c'est Lacey Evans, donc la grosse surprise, puisque les deux se sont mis sur la gueule dans un Last Woman Standing la semaine d'avant. Mais visiblement, Lacey Evans a gagné le respect de Natalia. Mais les Kabuki Warriors, dans un gros match quand même de 15 minutes, remportent l'affrontement avec, malgré le woman's right de Evans qu'il fait sur la mauvaise. Et c'est Asuka qui fait le tomber pour un roll-up, pour faire plaisir à Chris, parce que c'est la roll-up party, baby. Donc voilà, un bon petit match pour mettre un peu de catch avant la séquence finale. Quelque chose à dire sur ce match ou on passe directement à ce truc étrange qui a clôturé le show? Ouais, c'était pas mal quand même. Qui fait cette Asuka méchante qui crache au visage de ses adversaires? Elle crache au visage de ses adversaires. Mais pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était bon et j'étais étonné du temps d'antenne qu'on leur donnait aussi. C'était un match assez long. Et Natalia et Lacey, ça a plutôt pas mal fonctionné, non? Oui. Ouais, mais de toute façon, elles sont faites pour être ensemble et de là. Donc elles vont véritablement former une tag team et elles avaient effectivement beaucoup de points communs en fait. Il n'y avait aucune raison de s'affronter, de se prendre la tête comme ça, les filles. Mais oui, faut discuter. Oui, il faut discuter. Bon, un qui n'est pas allé discuter, c'est Seth Rollins, puisqu'on a un épisode de la Firefly Funhouse pour en finir. Bray nous raconte que je sais plus quelle connerie il a raconté d'ailleurs, ce Bray. Donc il nous parle effectivement de cet affrontement avec Seth Rollins. Pourtant, il l'avait mis en garde. Et Seth Rollins apparaît dans la Firefly Funhouse, donc le 9e mur est brisé. Il vient botter le cul de Bray Wyatt. Bray Wyatt l'implore de le laisser tranquille. Mais Seth Rollins n'en a rien à faire. Il détruit tout. Il arrache les cadres sous les bruits AB Productions là, des amis de Bray et surtout les huées du public. Ça, il faut bien se le dire. Et à la fin, il regarde caméra et il dit Burn it down. Et en hommage à Randy Orton, il brûle la maison de Bray Wyatt. La Funhouse est en feu et c'est comme ça que se termine cette draft. Mon bon Chris, qu'est-ce que tu as pensé de ce Seth Rollins qui fout le feu dans une maison où il y a un homme bon, où il y a des animaux, où il y a des enfants aussi, parce que rappelons-le, il y a des enfants. Est-ce que tout ça n'est pas criminel? Alors, que dire de tout ça?
C'est un peu bizarre, ouais, de tout cet angle depuis plusieurs semaines. On dirait qu'on va vers un heel turn en fait, hein, que Seth Rollins est poussé à bout et qui devient à nouveau dark, méchant, parce que comme tu l'as dit, le public n'a pas envie de voir ça en fait. C'est ça qui est paradoxal avec ce personnage de Bray Wyatt et du Fiend, c'est que c'est un heel, mais ben voilà, Hell in a Cell, on voulait le voir gagner, là on voulait pas voir ça, c'est tragique et j'espère qu'on va plus accentuer dans le futur sur cette dualité entre Bray Wyatt, le personnage qui a l'air gentil, et son double maléfique, mais qu'il ne faut pas s'en prendre à Bray Wyatt quand il est gentil, parce que lui, c'est pas sa faute. Ça me fait un peu penser à Boo dans Dragon Ball, là, le gros Boo gentil, c'est Ah un oui, peu Bray Wyatt, et le méchant petit Boo, c'est un peu The Fiend, Fiend. ben ouais, je sais pas trop. En fait, je comprends. Pour moi, Rollins est sorti vraiment vainqueur de Hell in a Cell. Enfin voilà, il l'a mis par terre, il lui a défoncé la gueule. Donc je comprends pas pourquoi il a besoin d'en surrajouter là. C'était assez bizarre. Pour moi, c'était The Fiend qui aurait dû en rajouter et devenir encore plus violent parce qu'il n'a pas réussi à battre Rollins. Et c'est pour ça que le choix du truc m'étonne beaucoup. Et je suis assez étonné qu'on finisse là-dessus et que du coup, le main event catch qui a été le match tag team féminin quand même. Ouais, c'était pas rien, hein, effectivement. Ils ont décidé d'acter un heel turn sur Rollins, moi j'ai l'impression surtout quoi. Puisque depuis le Hell in a Cell, à chaque fois qu'il apparaît dans quoi que ce soit, il est bourré, il est bouh, Babo Rollins. Moi j'ai trouvé ça super bien ce segment. Moi j'ai kiffé, j'ai trouvé ça vachement bien que Rollins rentre dans l'univers du Firefly Funhouse, y mettre le feu. Ouais, je trouvais ça déjanté et moi, ce qui me dérange complètement, c'est le fait que Bray Wyatt soit à SmackDown et que, quelque part, de toute façon, je considérais moi aussi que cette rivalité, elle était finie. Mais comme ils ont décidé de nous refaire un rematch pour Crown Jewel, avec un Falls Count Anywhere qui sort de nulle part, et bah écoute, finalement, je trouvais que c'était une façon pas mal de booker ce truc-là. Je pense qu'effectivement, après ce match à Crown Jewel, cette rivalité sera définitivement enterrée. Mais pour le coup, sur l'instant, j'ai trouvé ça plutôt sympa que Rollins fasse ça. Ouais, moi aussi j'ai beaucoup. Mais en fait, c'est tout le problème avec cette rivalité, c'est qu'en soi, moi je kiffe énormément ce qu'ils nous proposent en termes de séquences, genre cette séquence-là où Seth Rollins pénètre dans l'émission, dans le show télé, toi, c'est assez étrange. J'ai l'impression que ce show télé, c'était en dehors du temps, c'était en dehors de. C'était une espèce de monde imaginaire, quoi, ou que Ben oui, Bray où Wyatt sont les studios? est chef d'orchestre, ouais, c'est ça, avec ses petites peluches dont lui fait les voix, etc. Donc j'ai trouvé ça visuellement super en fait. Seth Rollins entre dans l'émission télé, c'est un truc qu'on voit souvent toi dans les histoires un peu fantastiques. Tu rentres dans un show télé, qui n'a pas rêvé d'entrer dans un show télé. Ça dépend duquel. S'il y a Bobby Lashley dedans, peut-être pas, mais qui n'a pas rêvé. Et j'ai trouvé ça trop cool. Mais une fois de plus, tout comme toute cette rivalité, tout ça, je trouve, arrive beaucoup trop tôt. Enfin, on détruit cet univers de Bray Wyatt assez tôt finalement dans l'histoire du personnage. Donc moi c'est un petit peu ce qui me chagrine, mais bon voilà, il faut aller vite, il faut aller vite, il faut surprendre et du coup effectivement c'était assez surprenant cette séquence. Je ne sais pas moi si Seth Rollins on va entériner son heel turn. J'ai l'impression qu'ils savent pas eux non plus comment gérer tout ça. On aura plus de réponses après leur détour en Arabie Saoudite. Messieurs, c'est l'heure du mot de la fin pour cet épisode spécial, un draft qui a couvert SmackDown et Raw. Ça va peut-être être difficile ou pas. L'heure donc de donner votre top, votre flop et votre note. Raphaël, puisque tu dois partir, je te laisse cet honneur. Est-ce que Non, tu veux bien nous je crois que tout partager le ton top, monde, flop et ta note? je crois que tout le monde doit partir sur le principe là pendant notre analyse. Mais effectivement, voilà, c'est ma toute dernière. Pendant plusieurs mois, je ne serai plus là. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de plaisir à la WWE. L'analyse de ce week-end, c'est que moi, je suis plus intéressé par ce qui est arrivé à Raw qu'à SmackDown là. Et je suis un peu inquiet pour le court terme avec l'Arabie Saoudite à bouquet. Mais mon flop, c'est quand même l'organisation, le choix de ce draft qui est assez bizarre, la mise en scène qui n'était pas là, le fait que, en gros, quasiment tous les drafts étaient. Enfin, voilà, les catcheurs avaient déjà une écurie, donc c'était bizarre. Avant, quand il y avait des vrais drafts, ils avaient tous une écurie et puis il y avait quelques noms qui bougeaient. Mais là, comme on a cité tout le monde, d'ailleurs, elle l'a dit souvent, Stéphanie, un Ouais. remaining Smack, donc c'était un peu pourri. Et quel top donner, c'est un peu délicat, mais parce que c'est sur 2 semaines, il s'est passé beaucoup de choses. Euh,
Oh là là. Je vais donner mon top, voilà, on va dire à la mise en avant du produit NXT à Raw. Donc voilà, Mhm. pour moi c'est cool. Alistair Black catch enfin, Andrade a fait bonne impression, Drew McIntyre va revenir, etc. On a toutes ces stars là qui vont peut-être enfin avoir du temps d'antenne. Voilà, il y a Rollins comme champion, qui est quand même le champion historique de NXT, hein, Rollins. Donc voilà, moi j'ai envie de voir tous ces mecs-là les uns contre les autres, et c'est pas plus mal finalement de faire une séparation. D'un côté, on aura les gros costauds, et là, on va pouvoir avoir voilà, des Alistair Black contre Seth Rollins, des Drew McIntyre contre Andrade, tous ces trucs qu'on a déjà vus et qu'on a bien envie de revoir. Donc allez, on va être Monday Night Raw à fond, mais là, sur ces 2 jours, il y a eu du bon catch et il y a eu des drafts un petit peu bizarres. Quelle note donner Note sur Ouais, la draft dans son entier, tu dirais. Est-ce que tu as kiffé ou pas kiffé cette draft? le concept de la draft, non, en vrai. Mais après, la soirée, on a il y a eu des bons matchs féminins, il y a eu des bons matchs tag team avec les Riders. Rollins Reigns, c'était sympa aussi, même si c'était plus convenu. Allez, on va mettre un petit 3/5, c'est pas trop mal. Ok, ok. Et toi, Chris, alors? Bah, moi, ça va être rapide. Mon flop, ça va être l'organisation générale du draft. Voilà, le fait que je l'ai déjà dit, le fait qu'il n'y ait pas eu d'intervention sur au pupitre, que voilà, qu'il ne soit rien passé, que c'était très académique et sans spectaculaire, sans rien. Enfin voilà quoi. Donc du coup, cette organisation générale de draft, moi, ça m'a pas emballé quoi. Mon top, je vais le donner au heel turn de Bailey. Et Mhm. voilà, pour moi, ça a été l'événement des 2 weekly de la semaine. Quoi. Ça aurait été vraiment ce heel turn mené en main event, tout ça, quoi, de SmackDown. Et tout ça, c'était pas mal. Je noterais aussi quand même le gros star power qui aura été mis plus du côté de la Fox, mais effectivement, du côté compétition, ça va peut-être être un Raw que ça va être le plus intéressant. Et puis Clairement, on a échangé, ouais. Mhm. ma note pour les deux, ma note, les deux choses confondues, je vais mettre un. Voilà, la draft, ça m'a quand même vachement déçu. Il y a eu un ou deux matchs qui n'avaient pas d'intérêt. Enfin, j'ai pas été super emballé, quoi. Je vais mettre un 2,75. Ok, très bien. Bah écoutez, moi, mon top, c'est le même que toi, Chris, hein. C'est ce heel turn de Bailey que j'ai beaucoup apprécié. Mon flop, c'est exactement le même que vous. L'organisation et la mise en scène, franchement, c'était pas à la hauteur de l'événement. Et du coup, comme c'était un des épisodes spécial draft et que la draft en soi m'a déçu, moi, je vais mettre un 2 parce qu'on a été Oh, sauvé quand même par. Ouais, ouais. Franchement, toute la draft, c'était juste de la grosse merde, quoi. Clairement, enfin, la mise en scène, il n'y avait rien. On se faisait ouais. chier, on balançait les noms, on lisait un fichier Excel et puis c'est tout. Donc, franchement, c'est dommage, quoi. C'est quand même une émission, enfin, une émission de divertissement, merde. Ils ont des moyens pour nous faire des trucs ouf, quoi. Et ils nous font ça, là, en mode présentation PowerPoint de bilan de fin d'année. C'était très, très Hmm. triste, quoi. Donc tout ça a été sauvé par le reste, hein. Tout le reste. J'ai un petit chapeau à Becky et à Charlotte qui étaient au four et au moulin, comme j'ai dit, sur les 2 jours. Franchement, elles ont assuré les filles là, donc on leur tire le chapeau bas à Becky et Charlotte. Et du coup, c'est comme ça que se termine également notre émission spéciale draft. J'espère que vous avez également kiffé. Vous pouvez évidemment retrouver Catch Up toutes les semaines en audio, en vidéo sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud, sur Spotify, sur Deezer. Tous les liens sont dans la description également vers notre Discord. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez aimé ou pas lors de cette draft. Quels sont les pics qui vous ont étonné? Quels sont ceux que vous auriez aimé voir? Je vous remercie également à toi, Chris, d'être passé au studio. Merci à toi, IRM. Merci, Raphaël. Raphaël, je te souhaite d'avoir du bon booking à la AAA pendant ton périple. Et moi, je viens d'être tout juste d'être drafté pour NXT, je pense, là. Donc, il va falloir que je vous laisse just right now. Donc, je fais des bises à tout le monde. Salut, IRM. Salut, Raphaël. Salut, peuple de catch-up. Salut. Et oui, non, mais c'est du grand n'importe quoi. Tout le monde abandonne le studio. Je vais me retrouver tout seul. Donc, ouais, et merci à toi, évidemment, Raphaël. Merci Irem pour cette présentation. À la barre. Merci d'avoir assuré. Merci à tout le monde, merci au peuple de Catch Up de nous écouter, de nous faire plaisir, de nous commenter, de nous donner vos avis. On n'oublie pas qu'on fait tout ça par passion de cet ignoble art qu'est le catch. Voilà, moi, petite parenthèse pendant 4 mois, puisque je pars voyager loin. Je vais essayer de suivre un petit peu d'ici ou là. Peut-être qu'on regarde le Royal Rumble, par exemple, au Chili ou en Argentine, on verra. Mais je ne pourrais pas être évidemment assidu sur Catch Up. Je vous souhaite donc à nouveau, je répète, beaucoup de plaisir à suivre le catch, espérant que cette nouvelle ère Fox USA donne quand même des gros matchs, des belles affiches.
On va même espérer que Crown Jewel soit cool, mais voilà, kiffez bien les amis et continuez la route. Et on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Hasta luego. Ciao. Ah bah une émission pleine d'émotions là. Ah bah oui, à tous les niveaux.